Euh, donc, euh, donc, si vous voulez bien, on peut reprendre. J'ai essayé de simplifier un peu ma présentation. On va parler de questions agronomiques et environnementales. On veut quand même laisser un peu de temps à la discussion. Donc, pour situer ma présentation, alors moi, Question Couturier, je travaille sur l'agro et sur la méthanisation depuis une trentaine d'années, hein. On a commencé en travaillant sur le gaz carburant. On a accompagné Geotexia il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on travaille sur la méthanisation agricole. Et il y a 7 ans maintenant, en 2013, hein, on s'est posé la question de savoir en quoi la méthanisation pouvait être un outil pour favoriser la transition agroécologique. Alors, pour être clair, hein, pour nous, la méthanisation, elle s'adosse à un projet agricole. Si votre projet agricole, c'est de l'élevage bovin en intensif, et bien la méthanisation va traiter du fumier de l'élevage bovin en intensif. Si vous êtes sur une exploitation en agriculture biologique, hein, on va traiter des matières qui vont être compatibles avec l'agriculture biologique. Et si vous voulez utiliser la méthanisation pour passer d'un système conventionnel à de l'agriculture de conservation ou de l'agriculture biologique, et bien, il y a aussi des solutions pour y arriver. Donc c'est vraiment la méthanisation s'adapte au projet agricole ou au projet d'évolution du système agricole en place. Donc nous, on a voulu se poser la question de savoir en quoi est-ce que ça pouvait être un outil qui favorisait l'évolution de l'agriculture. Et donc on a monté un programme de recherche qui s'appelle le Métalae, hein, qui a bénéficié de soutien CASDAR, donc les fonds de recherche du ministère de l'Agriculture, où l'objet de l'étude, ce n'était pas la méthanisation, c'était l'impact de la méthanisation sur les agrosystèmes. Donc du point de vue environnemental, du point de vue agronomique, du point de vue économique, du point de vue social. Donc on s'est intéressé à beaucoup de sujets. Donc moi je vais vous parler surtout des questions agronomiques et environnementales parce que c'est plutôt notre sujet d'expertise, mais il y a aussi les impacts en termes de valeur ajoutée, d'organisation du travail, du type d'emploi, des relations avec le territoire, de l'impact sur les outils collectifs sur les territoires, sur les CUMA, sur les coopératives, etc. On s'est aussi posé la question de la transmissibilité des installations, hein, un équipement qui fait quelques centaines ou quelques millions d'euros sur l'exploitation agricole, comment ça se transmet. C'est aussi des sujets qu'on a essayé d'aborder. Donc c'est un programme qui a duré quelques années avec un certain nombre de partenaires, dont est ici présent, Chambre d'agriculture, le CERF France, le réseau des lycées agricoles. Il y avait 5 lycées agricoles qui étaient équipés de méthaniseurs qu'on a associés aussi au projet, dans un souci de diffusion des résultats, de pédagogie, etc. Le soutien aussi de Tram. Et donc, on a enquêté auprès de 46 exploitations agricoles. Donc, on a cherché sur un panel assez diversifié, à la fois géographiquement, en termes d'orientation technico-économique, en termes de taille, en mélangeant de l'individuel, du collectif, des gros projets, des petits projets, voilà, avec des méthaniseurs qui sont en fonctionnement déjà depuis quelques années. On voulait avoir un retour suffisant d'expérience de fonctionnement sur plusieurs années. Donc, ce qui fait que la majorité des méthaniseurs ont été construits entre 2006 et 2013. Donc c'est quand même la première génération des méthaniseurs. Aujourd'hui, les nouveaux projets qu'on accompagne sont assez différents de ceux qu'on a vus là, parce qu'on est quand même encore sur la phase des tout premiers pionniers. Donc comme on l'a dit hier, comme Madeleine Charrue l'a dit hier, on a 600 méthaniseurs agricoles aujourd'hui en France. Dans ces années-là, on avait quelques dizaines, quoi. Voilà. Donc on ne prétend pas que notre échantillon est représentatif, hein, et encore moins qu'il soit représentatif de ce qui se fait aujourd'hui, mais disons qu'il est diversifié pour pouvoir regarder un certain nombre de configurations, et donc notamment dans les projets, il y a des éleveurs, une demi-douzaine d'élevages porcins du projet Geotexia. Voilà. Alors, ce que j'ai traité ici dans le temps imparti, donc j'avais 50 minutes, mais on va essayer de réduire un peu, hein. Il y a ces 3 points qui sont assez clés, qui reviennent très souvent dans les discussions. C'est 1, la question de l'azote, 2, la question du carbone dans le sol, et 3, la consommation, l'impact énergétique et gaz à effet de serre. Alors sur le bilan d'azote, donc d'abord petit rappel des bases, hein, pour les non-agronomes.
L'azote, c'est nécessaire, c'est un nutriment qui est nécessaire aux plantes, hein, c'est parce qu'il y a de l'azote dans les plantes qu'il y a des protéines. Et donc le cycle de l'azote, c'est les plantes ont besoin d'azote et donc on va l'apporter par les légumineuses, par des engrais, par des matières organiques, hein. On va l'apporter au sol et puis donc les animaux vont rejeter de l'azote sous forme d'éjection qu'on va éventuellement méthaniser, qu'on va apporter aux cultures suivantes, etc. Et donc, en général, on a un surplus d'azote, c'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle un bilan d'azote, hein, c'est des bilans emploi-ressources. En comptabilité, c'est très classique, un bilan emploi-ressources. Donc, les ressources, c'est quoi? D'où vient l'azote? C'est l'azote minéral. Donc, en France, la grosse majorité de l'azote qu'on apporte au sol, c'est de l'azote d'origine minérale, c'est des engrais de synthèse, hein. C'est de l'azote organique, donc il y a aussi des flux de recirculation d'azote qui sont extrêmement importants, notamment à partir des déjections d'élevage, mais c'est aussi les résidus de culture, etc. On a de la fixation symbiotique par les légumineuses, mais ça c'est des faibles quantités comparées aux apports d'azote minéral. Et puis on a aussi les reliquats d'azote, alors l'azote qui est présent dans le sol, qui va se minéraliser progressivement, qui va être disponible pour les plantes, hein, parce que les plantes ne peuvent consommer que de l'azote sous forme minérale, donc nitrate, ammoniac, et pas de l'azote sous forme organique. Donc on a de l'azote présent dans les matières organiques qui sont au sol ou qui sont dans les résidus de culture, qui vont se décomposer lentement. On appelle ça la minéralisation, et donc c'est cet azote minéral qui va être ensuite pompé par les plantes. Donc ça, c'est les ressources. Et où va l'azote? L'objectif, c'est qu'on ait un maximum d'azote dans la plante qu'on produit. Donc on va chercher à avoir une teneur en protéines dans le blé. Voilà. On va en avoir qui va rester dans le sol, donc qui va participer à l'augmentation éventuellement du stock d'azote dans le sol. Et puis ce qui sera ni dans le sol ni dans les plantes, c'est ce qui va partir soit dans l'eau, soit dans l'air. Donc dans l'air, c'est l'azote qui va se volatiliser sous forme d'ammoniac, éventuellement de protoxyde d'azote, donc qui est un gaz qui est 270 fois plus puissant que le CO2, hein. Donc on va chercher à réduire ces émissions au maximum. L'ammoniac, c'est un précurseur de particules fines, 90% d'origine agricole, donc on va aussi chercher à le réduire au maximum. Et puis sur l'impact sur l'eau, c'est essentiellement les nitrates, hein. Donc on est en Bretagne, on sait que c'est un sujet un peu sensible et un peu partout ailleurs en France également. Donc on va chercher à réduire au maximum les fuites d'azote, soit dans l'eau, soit dans l'air, conserver au maximum l'azote dans la culture. On va chercher à réduire aussi l'azote minéral, parce que fabriquer de l'azote minéral aujourd'hui, 1 kg d'azote, c'est 1 kg de gaz naturel, fossile, donc 1 kg de gaz carbonique pour simplifier. On va chercher à augmenter ce qu'on appelle la fixation symbiotique, puisque c'est la seule voie pour capter directement l'azote atmosphérique par des voies biologiques sans avoir recours à des énergies fossiles. Et c'est un équilibre, c'est-à-dire que tout ce qu'on va gagner d'un côté, si on augmente cette quantité, on va augmenter cette quantité. Donc si on veut augmenter ça, il faut qu'on augmente ça aussi. Voilà, c'est un équilibre avec des fuites, parce que ces fuites-là, elles sont liées au fonctionnement normal des agrosystèmes. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est très délicat. Et donc la méthanisation, comment elle va jouer là-dessus sur cet équilibre? Donc on prend un exemple d'une exploitation sur laquelle on a enquêté. Donc là on est en tonnes d'azote par an, hein, sur une année avant méthanisation. Donc on exportait 11 tonnes d'azote dans les productions végétales. Donc en gros, ça c'est la valeur en protéines de ce qu'on va exporter. Et pour avoir ces 11 tonnes d'azote, on va apporter 16 tonnes au champ. La différence, c'est ce qui va partir en lessivage, en ruissellement, en volatilisation, éventuellement en augmentation du stock d'azote dans le sol. Mais bon, enfin, je vais simplifier. Donc 16 tonnes apportées au champ. D'où ça vient? Ça vient des engrais, ça vient de matières organiques importées et ça vient des déjections de l'exploitation. Donc ça, c'est avant méthanisation. Maintenant, je vais prendre après méthanisation. Alors après méthanisation, donc là, c'est un hasard, mais on a la même quantité d'azote exporté. Alors l'azote exporté, c'est quoi? C'est les surfaces des cultures multipliées par la teneur en protéines et le rendement. Donc des années à bon rendement, on va exporter plus d'azote. Des années à rendement faible, on ne peut pas le prévoir. Et donc on peut avoir, il y a des exploitations, comme on a fait des enquêtes en 2015-2016, c'était des années à faible rendement, donc faible exportation. Voilà, donc si on a des faibles rendements, ça veut dire que si on a apporté une dose d'azote en visant un rendement et qu'on n'a pas le rendement, forcément on a des surplus. Et les surplus, ils ne restent pas en place, ils vont dans l'eau ou dans l'air. Bon. Donc c'est ça le jeu de l'équilibrage.
Et donc l'essentiel de l'azote est apporté sous forme de digestat. Donc on voit ici qu'il y a une bonne partie des déjections de l'exploitation. Alors on continue à avoir de la pâture, donc des matières qui sont excrétées directement au champ. Et tout ce qu'on appelle les déjections maîtrisées passe dans le méthaniseur. Les matières organiques importées passent aussi dans le méthaniseur. Et là, on a diminué de beaucoup la consommation d'engrais. Donc là, on voit qu'on est passé de 3,6 à 0,8 tonnes d'engrais. Alors, c'est aussi parce qu'on a augmenté les quantités de matières organiques. Ça, c'est aussi permis parce que le méthaniseur permet de traiter des matières qui n'étaient pas épandues sur l'exploitation. Mais globalement, on a aussi une petite diminution des quantités perdues par volatilisation et par lessivage. Donc on a gagné un peu en efficacité globale de l'azote, c'est-à-dire que quand on regarde tout ce qui a été apporté sur l'exploitation, on voit que finalement on a un peu réduit les pertes. Et ça c'est très variable, ça dépend des années, ça dépend des systèmes, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc on n'a pas des résultats qui sont homogènes du tout. Donc là on vous présente dans Metalae des moyennes. En fait, derrière les moyennes, il y a une grande disparité des résultats. Donc il faut vraiment regarder exploitation par exploitation, année par année. Et les comparaisons, il y a l'impact année, climat de l'année qui joue un rôle extrêmement important. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire des comparaisons. Donc là, quand on donne des résultats globaux, il faut toujours avoir en tête que derrière, c'est un système complexe. Et ce système complexe, la méthanisation, joue un rôle qui peut être vraiment très variable en fonction de toute la machinerie que je vous ai montré précédemment. Donc ce qu'on a constaté avec Metalae, c'est que globalement, quand même, on a une diminution de la fertilisation minérale, donc c'est moins 20% sur l'ensemble. Je vais passer rapidement, je ne vais pas commenter tous les chiffres. Qu'on a aussi une diminution des pertes par volatilisation. Alors effectivement, le digestat, comme on a de l'azote qui est plus minéralisé que les matières qui rentrent dans le digesteur, il y a un plus grand risque de volatilisation de l'ammoniac. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'azote qui était présent dans les matières organiques, qu'on a transformé en azote minéral, donc en ammoniac. L'ammoniac est plus volatile. Donc on a un risque de volatilisation. Mais à côté de ça, on a aussi une fréquence de curage des déjections qui est plus fréquente que d'habitude, parce qu'on cherche à récupérer des matières plus fraîches pour qu'elles gardent, pour profiter de leur potentiel méthanogène. Des matières fraîches ont un potentiel méthanogène qui est plus élevé. Donc on va sortir les fumigènes plus souvent, donc on a moins de volatilisation d'ammoniac sous bâtiment, qui est la principale source de volatilisation. Donc quand on fait les bilans l'un dans l'autre, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure sur le graphique, on a en fait, si vous avez, je pense que vous avez tous noté les chiffres, pas tous, oui, voilà. Donc ici on perd un peu plus de volatilisation au niveau de l'apport au champ. Mais ici, on a gagné de la volatilisation liée directement aux déjections. Voilà. C'est-à-dire que les déjections maîtrisées vont moins perdre d'azote parce qu'en fait, on est passé directement dans le méthaniseur. Et là, on va en perdre un peu plus, mais on en gagne par ailleurs. Donc, quand on fait des bilans, c'est ça. On ne gagne pas sur tous les tableaux tout le temps à la fois. En fait, on a plein d'indicateurs agro-environnementaux, énergétiques, climatiques. Et pour certains indicateurs, on peut les améliorer, pour d'autres, on peut les dégrader. Des fois, le bilan, il n'est pas le même d'une année sur l'autre, et des fois, on gagne sur un plan, et c'est l'année d'après qu'on gagne sur un autre. Donc tout ça, c'est pour montrer que c'est complexe. Ça ne veut pas dire que, je ne dis pas que c'est pour dire qu'on ne peut rien y comprendre, je dis juste que c'est des systèmes complexes, parce qu'on a travaillé sur des vivants, avec des conditions météo qu'on ne maîtrise pas. Et donc tout l'art de l'agriculteur méthaniseur, c'est d'arriver à doser l'apport de digestat en fonction de tout ça. Voilà. Et globalement, quand même, on arrive à voir qu'on a une forte diminution de la consommation d'engrais minéral. On a une diminution des pertes par volatilisation, ce qui est quand même important, parce que c'est un vrai enjeu de santé publique de diminuer les émissions d'ammoniac d'origine agricole, sans compter les questions de gaz à effet de serre. Voilà. Et puis sur le bilan d'azote général, on a une diminution du solde d'azote, ce qui n'est pas énorme, c'est 10%. Mais bon, c'est 10% avec les techniques, les pratiques qu'on connaissait aussi il y a quelques années. Et on voit que pour certains types d'élevage, alors il y en a où le sol il était très faible et on l'a plutôt dégradé, d'autres où il était très... Alors le solde d'azote, c'est la différence entre ce qu'on apporte et les besoins de la plante. Bon, donc le solde,
Quand on dit sol d'azote, ça veut dire c'est potentiellement tout ce qui peut partir dans l'eau ou dans l'air. Hein. Donc c'est ce sol qu'on cherche à réduire. Voilà. Et donc pour la plupart des systèmes, on a une réduction, pour certains, on a une augmentation. Bon, c'est lié aussi au contexte local. J'ai été trop vite là sur l'azote ou ça va? C'est bon? Alors deuxième sujet, bon, je pense que c'est un peu plus simple, c'est sur le bilan de la matière organique. Alors la matière organique, en gros, on a deux formes. Alors en fait, ce n'est pas deux formes qui sont, il n'y en a pas une rouge et une verte. Hein. Il y a une matière organique qui est plus ou moins biodégradable et une autre qui est plus ou moins résistante. Donc les matières organiques très résistantes, c'est la lignine. Hein, les arbres, ils ont fait de la lignine pour se protéger des ravageurs, etc. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se décomposer comme ça. Il y a quelques champignons qui sont capables de manger de la lignine, il y a les termites, mais il n'y a pas beaucoup. Voilà. C'est fait pour rester en place très longtemps. Et ça, quand on a des matériaux ligneux, donc de la paille lignifiée dans le sol, et bien ça peut rester, ça peut fournir de l'humus au sol pendant longtemps. Des souches d'arbres qui datent des frichements du Moyen-Âge qui peuvent rester en place pendant des siècles avant de se décomposer complètement, etc. Donc ça, c'est ce qui forme l'humus pour le sol. Donc ça, c'est la matière organique stable. Et puis à côté de ça, il y a de la matière organique qui va se décomposer très rapidement. Et donc l'amidon, par exemple, hein, si les grains de blé qui restent au sol, l'amidon, ils vont se décomposer tout de suite. C'est des sucres lents, mais enfin, à l'échelle des sols, ça se décompose en quelques jours ou quelques semaines. Et donc on a tout un continuum dans la matière organique, hein, du très facilement biodégradable au très lentement biodégradable. Alors nous, quand on mange de la matière organique, on mange plutôt du grain de blé, enfin de la farine, que de la lignine. On ne mange pas du bois, on n'a pas d'estomac qui est fait pour. Parce que l'amidon, c'est ce qui fournit l'énergie finalement, c'est ce qui fournit l'aliment pour les animaux, quels qu'ils soient, que ce soit nous, que ce soit les bactéries qu'il y a dans nos systèmes digestifs ou les bactéries qu'il y a au niveau du sol. Donc la matière organique labile, c'est ce qui fournit l'énergie pour nourrir la biologie du sol. Et la matière organique stable, c'est ce qui va rester en place. Si ça reste en place, ça veut dire que ce n'est pas digestible, par définition. Par contre, ça va apporter des propriétés structurantes au sol. C'est notamment ce qui participe à la formation de ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, hein, qui va permettre au sol de garder une certaine souplesse, une élasticité, de fixer des nutriments, de lui donner une capacité de rétention en eau, etc. Donc beaucoup de propriétés agronomiques qui découlent directement du fait qu'on a des sols qui sont riches en humus et qui sont vivants. Voilà. Donc il faut les deux. Il faut à la fois des matières stables pour le sol et puis des matières labiles pour nourrir les animaux. Et la méthanisation, ça fait quoi? Ben, ça va décomposer grosso modo la moitié de la matière labile et ça va garder intacte la matière stable. Parce que les archées méthanogènes, hein, qui sont en fait les premiers êtres vivants qui sont apparus sur Terre, hein, n'ont pas les dents qui permettent de manger la lignine, parce que ça arrivait beaucoup plus tard dans le cycle du vivant. Donc les archées laissent la lignine intacte et par contre vont décomposer facilement les matières très labiles. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est l'impact sur les matières organiques stables au niveau du sol. Sur les matières labiles, c'est un autre sujet, on n'a pas le temps de le développer, il y a des programmes de recherche en cours là-dessus. Donc, on regarde, nous, l'impact sur les matières organiques du sol en fonction de ce qu'on va apporter comme digestat, mais donc comparé à la solution d'avant et dans différentes configurations. Donc, on a des outils pour ça, c'est des outils qui ont été mis au point par l'INRA, un outil qui s'appelle Simeos notamment, et qui dit, voilà, en fonction des apports de matière organique et des pratiques sur une parcelle, est-ce qu'on va enrichir ou est-ce qu'on va réduire la quantité de matière organique du sol? Donc là, on est sur un système classique maïs, blé, orge, et on va remplacer un apport de fumier pailleux par un apport de digestat solide qui vient de ce fumier pailleux. En gros, au lieu d'apporter du fumier, on le méthanise et on apporte le digestat qui vient de ce fumier. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il n'y a pas de changement en termes de carbone organique. Donc là, on est plutôt sur un système où on stocke du carbone. Hein. Et en fait, le fait de remplacer le fumier par du digestat, ça ne change absolument rien au niveau du sol, du carbone du sol. Donc ça s'explique parce que en fait, le fumier, lui aussi, se décompose. Et lui aussi, il a du carbone labile, du carbone stable. Et au bout de quelques mois ou de quelques années, de toute façon, à la fin, on a les mêmes quantités ici que ce qu'on a là. Parce qu'en fait, le digestat,
Ben, la partie labile, de toute façon, elle a été décomposée dans le méthaniseur, mais la partie stable, c'est la même. Hein. Voilà. Un autre cas ici, on est plutôt sur un système où on va déstocker du carbone. Alors on part aussi de quantités. Vous voyez qu'ici on est sur des quantités où on est à 50 tonnes de carbone à la fin. Là ici on part de niveaux où on est déjà à plus de 120 tonnes de carbone. Hein. Donc on est sur des systèmes qui sont très riches en matière organique et donc comme on laboure, eh ben, on dégrade cette quantité et donc au bout de 30 ans, ben, entre méthanisation et pas méthanisation, en fait ça ne change pas grand chose. Hein. On apportait du compost avant, on apporte du digesta solide après et dans tous les cas de toute façon on ne rétablit pas la situation du sol, on ne peut pas maintenir la teneur en matière organique avec les pratiques qu'il y a ici. Voilà. Et troisième solution, ben là on va introduire des cives, donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Alors les cives, c'est des cultures qui sont conduites pour avoir un rendement relativement élevé. On va produire plusieurs tonnes de matière sèche à l'hectare, donc plusieurs tonnes de carbone à l'hectare, et notamment dans un système racinaire qui peut se développer de façon assez importante. Et ce système racinaire, comme il reste en place, hein, va contribuer à augmenter la teneur en carbone du sol. Ensuite, que les cives soient exportées, méthanisées et restituées au sol, ou qu'elles soient broyées sur place et restituées sous forme d'engrais verts directement, en fait, ça ne change rien. Pareil, c'est en fait les bactéries qui mangent la matière organique labile, c'est la même famille de bactéries que ceux qu'on trouve dans nos systèmes digestifs à nous, que ceux qu'on trouve dans les systèmes digestifs des ruminants, que ceux qu'on va trouver dans les tas de fumier qui fermentent, qui se décomposent et qui, au bout de quelques mois, ont perdu la moitié de leur carbone labile aussi, comme si c'était un méthaniseur. Les mêmes bactéries qu'on retrouve dans les méthaniseurs et les mêmes bactéries qu'on retrouve aussi dans les sols. Alors, quand je dis les mêmes, ce n'est pas tout à fait les mêmes, chaque écosystème est un peu différent. Il n'empêche que les mécanismes fondamentaux, c'est la même chose. On apporte de la matière organique, on la décompose, et à la fin, ce qui reste, c'est la matière stable. Donc que la décomposition se soit faite dans le rumen des vaches, dans le méthaniseur, dans le tas de fumier ou dans le sol, au bout de quelques années, de toute façon, le bilan c'est le même. Ça, il y a plein de travaux qui montrent que, effectivement, c'est pas tellement le stade où le processus digestif s'est accompli qui compte, c'est est-ce qu'on a généré plus de matière organique dans l'agrosystème ou pas. Et générer plus de matière organique, là on rejoint la question des cultures intermédiaires. Alors après, il y a d'autres questions qui se posent avec les cultures intermédiaires. Il y a notamment l'impact sur l'eau, mais à la base, quand on fait des cultures intermédiaires, c'est pas pour faire de l'énergie, c'est parce que c'est des systèmes, c'est des solutions agronomiques qui permettent au moins un point important, c'est de lutter contre l'érosion. Lutter contre l'érosion, ça veut dire préserver les ressources en phosphore. Et le phosphore, c'est un des éléments critiques au niveau mondial. Dans un siècle, il n'y a plus de phosphore, grosso modo. Donc, comme c'est le seul élément critique qui participe à la production alimentaire, c'est un peu embêtant. Donc, c'est absolument stratégique de protéger le phosphore, donc d'éviter qu'il parte dans les cours d'eau, donc d'éviter l'érosion. Et les cultures intermédiaires, comme elles assurent un couvert permanent des sols, elles jouent cette fonction-là. Alors, plus d'autres fonctions, augmentation de la capacité de rétention en eau. Donc là, ça rejoint la question sur la ressource en eau. Après, effectivement, ça peut rentrer en compétition avec la culture suivante sur différentes raisons. Et donc, voilà, on ne dit pas que c'est neutre, on dit que c'est à insérer dans un système de production et qu'il faut que les agriculteurs pensent leur nouveau système de production en insérant de la méthanisation, en insérant des cives, en organisant leur stratégie. Peut-être que les cives, ils n'ont pas besoin d'assurer une production régulière tout le temps. Ça peut être des ressources opportunes quand les rendements le permettent de la récolte, etc., avec des stocks de sécurité pour pouvoir avoir un stock qui va pouvoir approvisionner le méthaniseur le moment venu, etc. Je déborde beaucoup là ou pas? Pour l'instant, ça va. Bon, voilà. Donc, conclusion, c'est impact sur la matière organique du sol hein, en synthèse. Donc, on peut dire que voilà, l'important, c'est le changement des pratiques et même éventuellement le changement de système. Parce que des fois, ça conduit à un changement de système. C'est-à-dire, c'est pas simplement modifier des pratiques de façon incrémentale ou marginale. Ça peut être revoir complètement les rotations, l'assolement, la fertilisation, etc. Et donc la méthanisation peut permettre aux agriculteurs de modifier en profondeur leur système. C'est pour ça qu'il y en a un certain nombre qui passent en agriculture biologique. Passer de l'agriculture
conventionnelle à l'agriculture biologique, c'est bien un changement de système. Et le président de l'Association des méthaniseurs de France, un des premiers agriculteurs méthaniseurs nouvelle génération, hein, il est en bio, mais depuis le début. Et lui, ce qu'il explique, c'est que sans son méthaniseur, il ne voit plus comment il pourrait produire bio sans son méthaniseur. Lui, il a vraiment intégré dans sa stratégie. Et on a de plus en plus de bio qui nous sollicitent pour les accompagner sur leurs projets, alors soit individuellement, soit dans des collectifs. Alors ça peut être des collectifs où il y a des bio comme chez toi, hein, ou des collectifs où il n'y a que des bio. On a aussi des collectifs maintenant, de plus en plus, où il n'y a que des bio. Voilà. Et puis pour terminer, bilan énergie, gaz à effet de serre. Alors là, c'est peut-être, j'ai moins développé, il y a aussi beaucoup de diapos, mais j'ai moins développé, parce que c'est quand même un peu plus attendu que la méthanisation ait quand même un effet positif du point de vue énergétique, parce que l'objectif... Mais nous, ce qu'on voulait voir, c'était est-ce que, ok, la méthanisation produit de l'énergie renouvelable, mais est-ce qu'il n'y a pas des dépenses supplémentaires d'énergie qui sont induites par la méthanisation? Parce qu'il va falloir du fuel pour cultiver les cives, parce qu'il faut transporter le digestat, il faut transporter les fumiers, notamment sur les projets collectifs, on entend beaucoup ça, c'est quoi la distance, etc. Bon, donc ça, ben, ça se calcule, hein. Et donc on fait des bilans énergie, gaz à effet de serre. Donc là, dans les bilans énergie qu'on fait, hein, on regarde tout ce qui arrive sur l'exploitation, tout ce qui est consommé en énergie, ce qu'on appelle l'énergie directe, donc c'est le carburant des tracteurs, l'électricité, etc. Et puis l'énergie indirecte, notamment l'énergie nécessaire à la production des engrais, entre autres, hein. On regarde tout ce qui est produit et puis on regarde la valeur énergétique, hein, en calories des produits qui sont vendus sous forme animale, produits animaux, produits végétaux. Et comme ça, on peut faire des bilans, on regarde combien d'énergie on consomme, combien d'énergie alimentaire on a généré. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que globalement, on a quand même une consommation par hectare qui a plutôt diminué. Donc on ne dit pas que c'est lié à la méthanisation, mais ce qu'on constate, c'est que sur les exploitations sur lesquelles on a fait des enquêtes, on ne constate pas d'augmentation de la consommation d'énergie. C'est plutôt une diminution de la consommation d'énergie. Donc ça, c'est énergie brute, hein, c'est-à-dire sans compter le fait qu'on a produit de l'énergie renouvelable. J'y reviendrai juste après. Donc globalement, alors on a une consommation par hectare qui est diminuée, une consommation ramenée à la valeur énergétique des aliments, donc là en milliards de kilocalories, bon ça vous pas trop comme unité, mais en tout cas c'est pour dire que ramener à l'unité énergétique alimentaire, ça a aussi diminué. Et donc on a des postes qui sont pour certains en légère hausse et puis d'autres qui sont en diminution. Et donc en fait, quand on prend l'ensemble des postes, hein, on a bien la diminution des achats d'engrais. Je vous rappelle, hein, 1 kg d'azote égale 1 kg de gaz naturel. Donc c'est la diminution des achats d'engrais qui compense une légère hausse de la consommation de fuel et d'électricité. Pour l'énergie nette, bien évidemment, quand on ajoute la part d'énergie renouvelable produite, mais là on a forcément un bilan qui s'améliore de beaucoup. Et globalement, on a quand même une division par 2 de la consommation d'énergie nette par rapport à l'année de référence. Voilà. Et on a un certain nombre d'exploitations, 6 exploitations bon, sur 46, hein, mais qui sont devenues des fermes à énergie positive, c'est-à-dire que quand on regarde toutes les consommations d'énergie, directe et indirecte, comparées à ce qu'on produit, ben on produit plus que ce qu'on consomme. Et il y en a qui sont descendus à moins de 200 MWh, donc c'est très très faible, quoi, 200 MWh pour une exploitation agricole, sachant qu'on part plutôt de, je sais plus, 1000, hein, c'est ça, voilà. Et puis ben, on a aussi, par rapport à ramener à l'hectare ou ramener à la valeur alimentaire, c'est aussi une diminution. Et puis en émissions de gaz à effet de serre, donc là pareil, hein, alors énergie, gaz à effet de serre, il y a un lien qui est assez direct. En agriculture, c'est un peu particulier parce que tous les gaz à effet de serre ne sont pas liés à la consommation d'énergie. La grosse majorité, c'est plutôt lié aux fermentations entériques, aux émissions de protoxyde d'azote quand on épand les matières, etc. Donc là aussi, quand on ne compte pas la part de CO2 économisée par la substitution énergétique du biogaz, hein, quand on regarde uniquement les émissions brutes, on constate qu'on a quand même des émissions totales qui sont globalement en diminution, donc 7% de diminution. Par contre, on a eu une légère augmentation des fermentations entériques, ça c'est dû à l'augmentation du cheptel. Alors on a vérifié que dans le panel, l'augmentation des cheptels et des surfaces n'était pas supérieure à la moyenne nationale. Aujourd'hui, on a plutôt une tendance à l'augmentation
de la taille des exploitations agricoles en surface ou en cheptel. Là, dans le panel, on est plutôt au-dessous de la moyenne nationale. On n'en tire pas de conclusion générale, mais en tout cas, on ne constate pas une augmentation des surfaces, des tailles des exploitations avec les exploitations qu'on a enquêtées par rapport à ce qu'on a vu par ailleurs. Ce qui est des fois aussi voilà, des craintes ou des critiques qui sont émises sur la méthanisation qui favoriserait une augmentation. En fait, ça serait plutôt le contraire. Ce serait plutôt le fait de diversifier vers des nouveaux revenus. Ça évite aux agriculteurs d'augmenter les cheptels et en gardant même un revenu meilleur, mais plutôt, voilà, c'est plutôt fait pour ne pas augmenter les cheptels et les tailles. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais en tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on constate. Et puis pour terminer, ben voilà, on a, quand on regarde les gaz à effet de serre évités, alors on n'a qu'une ferme qu'on a qualifiée on a qualifié ici, enfin de climatiquement neutre, c'est-à-dire qui économise plus de gaz à effet de serre qu'elle en émet, mais parce que c'est plus compliqué, parce que l'agriculture climatiquement neutre, en élevage, vu le poids des fermentations entériques, c'est pas la méthanisation qui va annuler, qui va compenser la totalité. Voilà. En tout cas, on a quand même des performances qui sont assez élevées. Y compris, alors on voit aussi que dans le bilan global, alors il y avait déjà des pratiques qui existaient, des agriculteurs qui avaient des haies, certains qui avaient du photovoltaïque, etc. Donc on est parti de là. On avait globalement 400 tonnes de CO2 par an économisées pour la production de renouvelables. On avait 1400 tonnes pour le stockage de carbone dans les sols, y compris avec les cultures intermédiaires, etc. Et quand on regarde après méthanisation, mais là, on a augmenté la capacité de stockage dans les sols, parce qu'on a ajouté des cultures intermédiaires notamment. Mais c'est surtout la production d'ENR qui a joué un grand rôle. Et quand on regarde le bilan climat, donc gaz à effet de serre des cultures intermédiaires, le bilan, il est très majoritairement lié à la substitution énergétique par la méthanisation des cives qu'au stockage de carbone additionnel dans les sols. Donc le stockage de carbone dans les sols avec les cultures intermédiaires, ça joue un rôle, mais la méthanisation des cultures intermédiaires a encore un effet qui est bien supérieur à celui-là. Pour terminer, donc, je mets deux sites ici d'information. Donc, il y a un site qui s'appelle infometa.fr, qui est un site qui est destiné à délivrer une information. Alors, c'est fait par un collectif de scientifiques et d'experts pour mettre à disposition de façon assez pédagogique des informations qui viennent des travaux de recherche. Donc, il y a un travail de décryptage et de synthèse de travaux de recherche qui sont assez complexes. Quand on s'intéresse à la recherche, il y a plein d'articles qui peuvent être contradictoires, des fois on n'arrive pas bien à les interpréter, donc là on a essayé de faire ce travail. Et puis je fais de la pub pour Solagro, alors c'est pas marqué que c'est Solagro, mais c'est un site qui s'appelle Oser l'agroécologie, et donc on a fait une enquête chez Jules Charmois, Gaël Descharmes en Dordogne, et donc là on a donc là en agriculture biologique, donc là qui explique comment est-ce qu'il utilise la méthanisation dans son système, et donc il y a une petite vidéo qui va être publiée, je sais pas, dans les prochains jours, je crois, si tout va bien, pour présenter tout ça. Donc il y a déjà plein de documents, mais voilà, on attend la vidéo où il nous explique tout son système. Voilà.